saison de la bulle immobilière à CJMD 96.9. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier. Puis, Mike, yes, on reçoit encore un ami, une connaissance, quelqu'un de ton réseau. absolument, absolument. Écoute, on reçoit un gars aujourd'hui qui a un parcours quand même atypique. Là. J'ai vraiment hâte qu'il nous conte ça. Un gars qui opère plus dans la région de Drummondville, Sherbrooke, puis d'autres secteurs un peu plus secondaires, tertiaires, comme on jasait tantôt. On reçoit Frédéric Lucier-Côté, qui est copropriétaire de l'agence BL, courtage immobilier résidentiel et copropriétaire de la société immobilière Jutra. Salut Fred, bienvenue à La Bulle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salut. Merci les gars de m'avoir invité. Yes, sir. Fait, écoute, tu peux-tu nous parler un petit peu de c'est venu où l'immobilier dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait un peu plus en début de carrière? Là? Puis j'aimerais ça que tu nous comptes un petit peu là, aussi que tu en es arrivé avec l'immobilier. Là. Je trouve ça quand même intéressant. Là. Vas-y, voir. Effectivement, là, comme tu l'as mentionné tantôt, c'était un parcours assez atypique. Moi, en fait, là, vers 20-21 ans, là, je suis parti dans la grande région de Montréal. Moi, je viens de Québec. Je viens de Val-Bélair, qui est tout près d'ici. Fait que je suis parti avec mon pack-sac, puis j'ai commencé à la Sûreté du Québec comme policier. Puis, de fil en aiguille, en fait, là, j'adorais le métier de policier, mais il me manquait cette pastille entrepreneuriale-là. Donc, des alentours de 22 ans, j'ai acheté mon condo, puis mes premiers immeubles locatifs. Puis, pour faire des flips immobiliers, en fait, rénover et tout ça. Puis, j'ai vraiment pris la piqûre, en fait, de l'immobilier. Puis, par le fait même, à 23 ans, là, pendant que j'étais policier encore, j'ai fait mon cours en immobilier comme courtier immobilier. Puis, ma clientèle cible, bien sûr, c'était des policiers. Puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé sur la Rive-Sud de Montréal pendant 5 ans. Puis, en 2019, j'ai transféré à Drummondville. Puis, c'est là que j'ai décidé de faire une équipe immobilière. Aujourd'hui, ça nomme équipe BL, agence immobilière. Puis, par les mêmes temps, là, j'ai décidé de me concentrer vraiment sur de l'immeuble neuf. Donc, de 21 à 29 ans, 28 ans, là, je faisais de l'usager. Puis par la suite, là, j'ai vraiment tombé dans la sphère du neuf là, dans l'immobilier. Tu as tout vendu ton usager à ce moment-là? Comment ça... Il m'en reste encore. Je l'ai vendu pas mal, mais il m'en reste encore. Il me reste peut-être entre 10 et 15 portes. Là. OK. Pas plus que ça. Puis dans le fond, toi, tu faisais des flips au début de résidentiel ou tu faisais des flips de multi-logements? Je faisais des flips de multi-duplex, quadruplex. Fait que c'est sûr que je suis pas quelqu'un qui est ferré tant que ça en construction, mais j'ai appris les bases. Mettons, mon premier duplex, j'ai acheté, là, le sol n'était pas terminé, fait qu'on l'aurait fait au complet. Puis par la suite, j'ai appris aussi les risques parce que mon premier achat de duplex, ça n'a pas été un franc succès. T'avais quel âge à ce moment-là? Tu étais quand même J'avais jeune, 23 ans. Ouais, c'est ça, 23 ans. J'avais mal à regarder le marché. En fait, là, c'était des revenus projetés qui n'étaient vraiment pas accessibles. Fait que quand j'ai acquis l'immeuble, je suis arrivé, puis là, dans l'annonce, il était écrit, bon, ben, tu peux louer ça 1400$ par mois. Je fais des annonces à 1400, ça se loue pas. Je suis obligé de descendre ça à 1100$. Sous-sol pas fini. Fait que j'avais pas de revenus en bas non plus. Fait qu'il fallait que je fasse du temps supplémentaire dans la police pour couvrir les frais. La mauvaise analyse, puis surtout le manque d'expérience, c'est plus ça. Puis, fait que, assez jeune, j'ai appris les risques du métier, en fait. Là, fait que, Mais là, ton background de policier, là, quand tu vas voir un locataire qui ne paye pas ou des choses comme ça doit être pertinent. Je là. négocie pas mal. Le temps de te voir arriver à ma porte, là, avec 10 ans dans la police, là, ça doit t'aider. Ben, c'est sûr que ça l'aide. Ça m'aide beaucoup au niveau des entreprises, en fait. Là. Comme policier, en fait, on a le réflexe de trouver des solutions parce qu'on se fait toujours rappeler quand il y a des problématiques. Fait que, ultimement, le réflexe d'un policier, c'est de trouver des solutions. En tant qu'entrepreneur, si vous en avez invité plusieurs là, dans vos podcasts, un bon entrepreneur, je pense que c'est quelqu'un qui trouve rapidement des solutions. Fait que oui, ça m'a aidé énormément au niveau des entreprises. C'est tout ce qui est de la communication aussi avec les individus, de comprendre les enjeux, de savoir à quel endroit que pour lui, il est prêt à faire un certain compromis parce que la situation idéale n'est jamais propice aux deux parties. Il y a toujours un comfort zone ou un win-win qu'il faut trouver entre les deux parce qu'il y en a un qui va vouloir tirer à couvert de son bord et l'autre qui va vouloir tirer à couvert de son bord. Fait que, de quelle façon qu'on arrive au compromis, dans les discussions, dans les négociations, même dans ton day-to-day avec le courtage immobilier, ben, c'est de la communication. Là, c'est beaucoup ça. Là. Exactement. Puis, au-delà de la communication, il y a beaucoup de psychologie. Comme toi, JF, tu es courtier, tu es un petit peu en mesure de le comprendre au day-to-day. Quand tu prends un vendeur, une séparation, peu importe, là, il y a des enjeux, il y a des situations particulières. Il y a des situations très particulières. Fait que je pense que c'est un amalgame de plusieurs
compétences que j'ai acquises dans la police qui m'aident dans mon day-to-day au niveau du courtage, au niveau de l'immobilier. Au niveau de l'immobilier, avec Société Immobilière Trust, je fais beaucoup de développement de l'entreprise, de la prospection de terrain. Fait que ça m'aide dans les négociations avec les vendeurs, développer une certaine empathie pour comprendre ses attentes, puis après ça, les patcher avec nos attentes aussi, puis trouver un terrain d'entente. Au même principe avec le courtage. Au niveau du courtage, aujourd'hui, je suis beaucoup moins sur le terrain. Je suis beaucoup plus passif, en fait. Là, fait que, j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus en détail, justement, là, de l'agence BL. Là. C'est une agence depuis combien d'années, combien de courtiers? C'est quoi votre guideline? C'est quoi les implications de chacun? Puis après ça, on pourra parler aussi d'habitation Jutra. Oui, dans le fond, Équipe BL, ça fait 10 ans que ça existe. Quand je suis arrivé à Drummondville, en fait, cette entreprise-là était déjà en vie. Quand je suis arrivé à Drummond, on a voulu créer une équipe. On a créé FLC, équipe FLC. Donc, Frédéric Lucier-Côté, FLC. Et puis, notre plus gros compétiteur, c'était Équipe BL. Fait qu'à un moment donné, on est arrivé à un moment où est-ce qu'on enlève nos égos, là, puis on regarde l'autre entreprise, puis on s'est dit, regarde, pourquoi qu'on ne fusionnerait pas ensemble pour grossir plus rapidement. Fait que ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai rencontré les propriétaires d'Équipe BL dans ce temps-là, qui étaient Stéphanie Lamontagne et Philippe Beaubien. Et puis, on a essayé de se merger ensemble. On a pris une maison en co-listing ensemble. Ça a super bien fonctionné. Puis par la suite, on a fusionné nos entreprises. Puis depuis ce temps-là, ça ne fait que grossir. Quand on a fusionné, on avait environ 50 millions de volume de vente. Puis là, on joue entre 150 et 200 millions de volume de vente par année. Puis c'est sûr que, dit de même, on dirait que c'est moi qui ai amené ça, mais moi, j'ai plus amené une structure d'entreprise, une stabilité d'entreprise. Steph, Phil, ils ont vraiment des compétences ultra importantes dans l'entreprise. Steph est plus sur le terrain, fait qu'elle amenait vraiment un réseau que moi, je n'avais pas dans ce temps-là. Puis Phil Beaubien, lui, c'est vraiment l'image de marque qui est très importante, le brand. Souvent, le monde sous-estime ça dans une entreprise qui est extrêmement importante. Fait que de notre côté, Équipe BL, comment qu'on peut reconnaître cette entreprise-là à Drummondville? En fait, nos affiches sont toutes uniformes. Fait que on est rendu près de 20 courtiers dans l'agence. Il n'y a aucun nom, mis à part Stéphanie Lamontagne, sur nos affiches. Puis Stéphanie Lamontagne est écrit très petit pour mettre de l'avant beaucoup l'image de marque. Fait que peu importe le client qui vient chez nous, va avoir un service uniforme, peu importe le courtier sur lequel il va tomber. Fait que c'est un petit peu ça notre vision, en fait, là, c'est d'amener vraiment une uniformité de service. Puis, c'est sûr qu'on ne cherche pas nécessairement à grossir au nombre de courtiers, mais c'est vraiment d'être le plus efficace possible puis d'amener un bon service à la clientèle. Aussitôt que le service à la clientèle diminue, c'est sûr qu'on resserre les taux là, pour... On en parlait récemment avec un courtier de mon équipe. Le courtier, ça fait 2 journées que la propriété est sur le marché. Il dit, écoute, on a reçu une offre d'achat, elle est très serrée, pas eu le choix de répondre, on a accepté. Mais c'est à cause qu'il y avait genre 25 visites le lendemain. Puis on fait comme crime, t'as pas travaillé pour ton vendeur, Christy. Mais lui, l'accepter, l'offre d'achat maintenant, lui empêche d'avoir à gérer les 25 visites le lendemain aussi. Fait que, tu sais, c'est pas je dire ça, mais on le vit actuellement dans le marché, puis le service à la clientèle puis les intérêts du client sont loin en arrière des intérêts du courtier. Exactement. Puis c'est sûr que c'est pas tous les courtiers, je te le cacherai pas, c'est pas tous les courtiers qui veulent venir dans l'agence parce qu'ils veulent pas. Faut que tu enlèves ton ego à dire on va travailler en équipe. Puis c'est pour ça que tu disais que vous ne mettiez pas les faces du monde sur les pancartes à cause de ça. Exactement. On prend l'image de marque, puis c'est pas tout le monde qui adhère à ça, puis c'est bien correct. Là. Mais quand tu adhères à ça, je trouve que ça amène une belle synergie d'équipe. Il n'y a pas de chicane dans l'agence parce qu'on a un but commun. Puis on ne fait pas nécessairement de prospection à l'équipe BL. Ça vient tout seul. Fait que, puis nous, comment on fonctionne, quand il y a des appels à l'agence, on les redistribue équitablement à tous nos courtiers. Fait qu'il n'y a pas personne qui manque de job à l'agence. Puis quand les courtiers lèvent la main et disent « Hey, Fred, je commence à t'essouffler », bien là, on va engager une nouvelle personne. Mais tant que le monde ne lève pas les mains pour dire « Je t'ai soufflé, je suis plus capable d'en prendre », on n'engage pas. C'est comme ça qu'on garde une belle cohésion. Ils font pas un burn-out. Ouais, c'est ça. Super impressionnant comme parcours. 150-200 millions de chiffre d'affaires. De vente annuelle, c'est quand même un très gros volume d'affaires. Puis, en même temps, vous n'avez pas le même marché que Montréal, puis vous n'avez peut-être pas nécessairement le même marché de Québec. Fait que, vous vendez des propriétés avec une valeur moyenne qui est moindre que la région de Québec, ce qui fait en sorte que les gens de Québec, par exemple, pourraient vendre un 100 millions pour arriver au même volume. Exact. Oui, effectivement, je comprends où est-ce que tu vas en venir. C'est sûr que la valeur marchande des propriétés est plus basse, fait que ça nous en prend plus de ventes pour arriver à un volume de vente plus élevé. Là. Exact. Pour nous, les meilleures équipes à Montréal versus notre équipe à Québec, on fait 2 fois plus de transactions que eux, mais on fait 50% de leur chiffre d'affaires.
Fait que, tu sais, pendant le temps que nous autres, on vise à faire genre un 2 millions, ben eux autres atteignent 4 millions avec, tu sais, la moitié du nombre de transactions que nous, on fait. Là. Fait que c'est quand même des enjeux importants. Puis après ça arrive Société immobilière Jutra, Habitation Jutra. Ouais. Donne-moi un peu les guidelines. Comment c'est arrivé? C'est quoi les implications? Comment vous travaillez avec ça? En fait, Société immobilière Jutra, quand je suis arrivé, comme je l'ai dit, quand je suis arrivé en 2019-2020 dans la région de Drummondville, en même temps de faire l'équipe FLC, avant de fusionner avec l'équipe BL, j'ai décidé de me lancer dans le neuf, en fait. Fait qu'on a fait, on a fait la création de l'entreprise Les Immeubles Saphir, qui se retrouve à Sherbrooke. Ça a vraiment été l'école, en fait, notre école immobilière pour le neuf. On a appris là, à vitesse grand V dans cette entreprise-là. À ce jour, en fait, le projet est terminé. Là, c'est 66 unités dans la région de Fleurimont. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé avec un 12 logements, en fait, sur un terrain en pente avec du roc, structure d'acier, pas le projet le plus facile. Donc, avec l'explosion des taux d'intérêt en plein COVID, fait qu'on a mangé 600 000 de plus en coût de construction. Fait que je vous le cacherai pas qu'on a appris, puis on a appris à patiner, puis ça revirait de bord. À la dure. Ça n'a pas été facile, mais ça a été, tu sais, avec recul, ça a été la meilleure chose qui a pu nous arriver parce qu'il y a du risque dans l'immobilier. Puis quand on apprend, puis on s'éduque comme il faut, puis on s'y met, je pense que là, tu dilues ton risque, puis tu es capable d'avancer à grands pas. Après les immeubles Saphir, en fait, avec Habitation Jutra, qui est Carl Jutra, qui est le fondateur d'Habitation Jutra, on a décidé de créer l'entreprise Société immobilière Jutra et que c'est avec cette compagnie-là qu'à ce jour, on développe entre 150 et 200 unités par année, ce qui donne environ 45 millions à 60 millions d'actifs immobiliers par année. Que vous détenez, là. C'est pas pour... On détient. Effectivement, on détient. Pas dans le but de vous les garder tout dans le long terme aussi. Exactement. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé en fait des entreprises pour avoir une intégration verticale complète. Fait qu'on a une entreprise de prospection de terrain, on a une entreprise de construction, on a une entreprise de détention d'immeubles et aussi de gestion immobilière. Là. Fait que... Quand tu dis que tu as une entreprise de prospection, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus de ce volet-là. Moi, c'est toujours ça mon sujet préféré, là, la prospection. Là. La prospection, en fait, là, comment ça fonctionne, c'est sûr que la prospection de terrain pour le neuf, actuellement, c'est sûr qu'on ne fait pas beaucoup de développement de terrain. Fait qu'on n'achète pas de terrain en vrac, de terrain brut. On l'achète souvent. Le travail est déjà en partie fait en tout. Exactement. En partie, fait en ce moment, ce qui est super le fun, c'est qu'on a des partenaires qui sont propriétaires tertiaires, puis eux autres nous donnent un bon coup de main. Eux autres se sont spécialisés dans le développement de terrain. Puis quand que le terrain arrive à terme pour avoir un permis de construction, ils nous appellent, puis ils nous font confiance pour développer leur projet. Nous autres, en construisant d'une qualité supérieure, puis en ayant un tempo qu'on régularise puis qu'on respecte à tout temps, bien, ça fait en sorte que le propriétaire tertiaire, il nous regarde et dit « Moi, je veux que vous développez notre terrain parce que vous faites du beauplex. Si vous me dites que vous allez faire 12 logements par mois en livraison, vous allez les respecter. » Il s'assure un acheteur un petit peu à travers exactement. le temps. Puis les propriétaires tertiaires sont fiers de leur développement. Ils veulent pas qu'il y ait un entrepreneur qui rentre puis que finalement, c'est botché, il y a des locataires qui sont ordinaires, il y a des chiens partout, puis il y a une perte de contrôle. Là. Fait que nous autres, c'est vraiment là-dessus qu'on se spécialise actuellement. Est-ce que dans le futur, on va vouloir se développer vraiment plus dans le développement de terrain? Peut-être. C'est sûr que si nos partenaires actuels décident de, dire, on les garde pour nous, les terrains, développer vos propres terrains, bien là, on va se spécialiser là-dedans, puis on va acheter des terrains vrac, puis on va les développer nous-mêmes. Mais en ce moment, on ne ressent pas le besoin parce qu'on est des bons partenaires, comme je vous ai dit, qui nous donnent une swing là-dessus. L'enjeu actuellement qui est plus difficile dans mon travail, parce que c'est moi qui s'occupe de la prospection de terrain dans la Société immobilière Jutra, Habitation Jutra, c'est vraiment de placer les terrains en lien avec notre échéancier de construction. Fait que je donne un exemple. Si les boys et mes partenaires me rencontrent, disent « Regarde, Fred, on a une fenêtre de construction qui s'est libérée à partir de mars 2026. » Bien, moi, si je vois un terrain qui est développable là, il faut que je le fasse attendre jusqu'en 2026. Là, tu vas essayer de jouer un petit peu avec ton offre d'achat. Exactement. Dans mon offre d'achat, je vais jouer beaucoup avec le prix, je vais jouer avec les délais. S'il y a des soldes de prix de vente, je vais les couper en étapes d'acquisition avec des soldes de prix de vente, puis je vais négocier le taux à la baisse le plus possible en montant un petit peu le prix parce que je le sais que si je le paye par premier déboursé,
de la banque, ben, je vais être capable de mettre le moins de billes possible parce que c'est ça aussi. À 150-200 unités par année, il faut être extrêmement créatif au niveau financier. Puis l'ingénierie financière est tellement importante de nos jours avec les fluctuations de taux. On n'a pas le choix d'être créatif là-dessus. Fait que c'est sûr que nous autres, on se spécialise là-dedans. Ça amène quand même d'autres défis. Là. Quand on arrive pour financer, ils veulent avoir un bilan puis un portefeuille avec certaines cautions ou d'avoir une certaine équité. Ouais. Puis quand on construit 45-60 millions, on arrive comment pour aller chercher cette équité-là? Ben, parce qu'à un moment donné, ils se reposent sur quoi? Là? Ben nous, c'est sûr qu'avec la compagnie de construction, c'est sûr que ça nous aide parce qu'on ne prend pas de dividendes. On met nos billes en avant. Fait que c'est sûr qu'on est 4 boys dans cette entreprise-là. Dans toutes les entreprises, en fait, là, toute l'intégration verticale, je vous l'ai dit tantôt, on est 4 boys là-dedans. On ne prend pas de dividendes par année. Fait qu'imaginez, là, si vous regardez que dans le futur puis vous voulez bonifier, mettre de la santé dans votre entreprise, constant, on la remet en avant. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on vient qu'à créer un bon fonds de roulement. On est de plus en plus solide. Par contre, je ne vous le cacherai pas, c'est sûr que plus on veut grossir, ben à un moment donné, les banques vont dire ben là, vous n'avez pas assez de net, là, vous n'avez pas assez de valeur nette. Vous n'avez pas d'investisseurs externes passifs? On vient de commencer de le faire. Là. Fait que, on vient de commencer à le faire. On a le groupe Cousteau dans la région de Sherbrooke qui est très connu. Là, les propriétaires tertiaires, ils sont dans le développement immobilier beaucoup. On fait un 44 logements avec eux autres. Fait que c'est sûr que d'être avec le groupe Cousteau nous donne un bon élan. Un bon élan au niveau des valeurs nettes, au niveau des institutions financières. Fait que ça nous aide beaucoup. Et en même temps, vous avez fait vos preuves aussi. Là. Effectivement, mais ce groupe-là, on s'entend, ils ont une belle notoriété, ils n'embarqueraient pas avec n'importe qui. Puis nous, de notre côté, ben, c'est très flatteur de les avoir à notre côté. Puis on a tout à donner, tout à prouver parce qu'on veut que ce partenariat soit viable dans 5, 10, 15, 20 ans. Là. Fait que on travaille fort. Puis, mais effectivement, puis en plus, ce 44 logements-là, c'est 2 étages de stationnement intérieur. C'est quand même, on s'est quand même donné un gros défi. Difficulté, un gros défi. Mais on est 4 gars à travailler 7 jours sur 7 là-dessus. Fait que c'est sûr qu'on y donne. Il n'y a pas personne en arrière qui flonne. Là. On est tous à la course dans ce projet-là. Vous savez c'est quoi? on est toujours à la course. Là. Puis tu sais, aujourd'hui, la journée va finir pour comme faire crime. Il m'aurait manqué encore une douzaine d'heures pour être sûr de finir la journée. Là. C'est comme pas la semaine, c'est juste finir la journée. Mais oui, effectivement, qu'on est toujours dans l'action. Puis c'est le fun de voir un gars qui est multi-entrepreneur aussi avec plusieurs business. Tu sais, je trouve ça le fun parce qu'on je ne veux pas dire qu'on a sensiblement le même parcours, mais tu sais, tu as plusieurs business, t'es promoteur, etc. Puis je m'en vais sur le volet promoteur aussi. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Puis tu sais, les défis, c'est un après un autre. Là. C'est comme, c'est jamais clean. Là. C'est jamais comme c'est supposé. C'est écrit au départ. On sait à quelle heure qu'on va se lever, mais on ne sait jamais notre journée va ressembler à quoi. Mais ce qui fait, c'est ce que j'aimais de la police, en fait. Puis c'est ce que j'aime de l'immobilier. C'est qu'à tous les jours, on a notre lot de défis. Puis justement, là, j'ai pris ma retraite de la police en août 2023. Fait que je suis officiellement plus policier. J'ai mes 2 petites popounes aussi, 2-3 ans. Fait que c'est sûr que ça l'a pesé dans le balancier. Là, c'est pas le même horaire. Là, quand t'es policier, tu veux pas faire des sur des chiffres aussi. Là. Effectivement, là, puis j'étais pas là. Fait que c'est sûr que là, ça l'amenait son lot de difficultés. Fait que là, en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup. C'est sûr que ça l'amène beaucoup plus de pression qu'être policier, mais la flexibilité d'horaire, c'est ça qui a fait en sorte. C'est pour ça que tu deviens entrepreneur généralement aussi, c'est pour avoir toute la flexibilité à travers ça, d'avoir ton horaire, tout ça, puis de pouvoir set-upper ta vie autour de ça. Ça, c'est le plan. La réalité, des fois, la réalité des fois est un peu différente parce que la flexibilité, on s'est fait imposer par notre équipe, par les projets, par plein d'affaires aussi. Mais oui, effectivement. Écoute, premier segment rempli de contenu ultra intéressant. Ça met la table sur qu'est-ce qui s'en vient. Il faut rester avec nous. Puis juste avant, le premier segment est toujours présenté par mon ami Kevin Filion de Plan de Match Réno. Vous avez des projets d'optimisation, vous désirez planifier, budgéter ou optimiser vos projets de rénovation immobilier, contactez Kevin Filion avec Plan de Match Réno. On est de retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini de Gestion Faleschini-Mercier. Pour vos besoins en gestion locative, c'est simple, vous les contactez directement. On est tous les 2 membres du réseau immobilier. On a plusieurs rencontres qu'on fait. On a fait le bilan du tournoi de golf qui a été excellent. By the way, j'ai des casquettes de plus qu'il faut que je te remette aussi parce qu'on a remis des casquettes de la bulle immobilière à tous les participants. Puis pas mal tous les employés du club de golf aussi sont venus en chercher quand même généreusement à la fin du tournoi. Il y a plusieurs déjeuners-conférences qu'on fait. Il y a eu récemment
les subventions avec Alex Blouin sur les projets immobiliers. Maintenant, on fait ça au quai du Cageux sur Champlain. Pour vrai, la salle est magnifique. Les levées de soleil sont vraiment cool, là. Fait que j'ai hâte de te voir, Mike. Écoute, Mike, on a parlé juste avant de... Je peux-tu dire un ami? Oui, absolument. Ouais. J'ai un contact, un ami. Oui, exact. Ben, tu sais, avec Frédéric Lucier, côté courtier immobilier, mais promoteur aussi pour l'équipe Agence BL, puis les habitations Justra. Puis il parlait de son parcours, puis écoute, il y en a des business en arrière de lui, puis il y en a du monde qui travaille aussi autour de lui. Mais une des questions que j'avais, Frédéric, c'est comment qu'on arrive à créer un écosystème là, pour réussir. Puis ça a été une des questions aussi ce matin que je t'ai posée. Là, comment qu'on arrive à garder un focus parce qu'à un moment donné, c'est comme faut éteindre le feu que là, il faut éteindre le feu que là, mais quand tu as plusieurs business, tu as plusieurs feux en même temps. Fait que comment tu arrives à créer cet écosystème-là puis à te sortir un peu des opérations? Effectivement, ben c'est sûr que dans Équipe BL, je suis beaucoup plus passif que dans Habitation Jutra et les autres entreprises Jutra. Dans l'entreprise BL, je suis beaucoup plus passif dans le sens que je m'occupe des ressources humaines, développement de l'entreprise. Quand il arrive un bug avec un courtier, je suis là. Puis dans la formation, je m'occupe d'engager, recruter les courtiers. Mais sinon, dans mon day-to-day, je suis beaucoup plus dans le volet de la construction. Comment je fais pour créer un écosystème entre toutes les entreprises? En fait, tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais Société Immobilière Astra n'a pas d'agent de location en soi. C'est toute la sous-traitance avec Équipe BL. Fait que tous les courtiers... pratiquement tous les courtiers d'équipe BL sont convertis en agents de location. Fait que de mon côté, quand que je rencontre mes courtiers, mettons le lundi, je les rencontre pour la location. Puis à 10 heures, je les rencontre aussi pour la vente de jumelés d'Habitation Jutra parce que Habitation Jutra a aussi une branche de vente de jumelés neufs, d'habitation neuve. C'est pas notre core business actuellement, c'est beaucoup plus le multirésidentiel, mais on se garde quand même une branche de vente. Fait que Habitation Jutra, la seule chose les seuls biens immobiliers qui vendent, c'est vraiment des jumelés ou des bungalows. Fait que. La location amène quand même une belle business à tes courtiers, là, parce que tu sais combien de bébés boomers s'en vont en location neuf avec des logements de qualité qui vont avoir un bungalow, une propriété à vendre. Fait que tu leur permets aussi de les nourrir. Si je vais plus loin que ça, le boomer qui va vouloir aller en location, il va vouloir amener ses amis. Il y a une maison à vendre. Exact. Il faut qu'il vende sa maison. Fait que le courtier, au lieu d'avoir un employé qui fait de la location, qui a un prospect qui arrive, dit « Moi, j'aimerais ça vendre ma maison pour venir habiter dans vos unités locatives. » L'employé va dire « Vendez votre maison puis venez chez nous après. » Mais là, le courtier immobilier va dire « Parfait, monsieur, je vais venir vous rencontrer chez vous. On a le contrôle sur la vente de sa maison. On a le contrôle sur la date. » Tu sais, en tant que courtier, Jeff, tu as déjà vu là, des dates mal programmées avec une vente, avec une autre acquisition. C'est la même affaire quand ils vendent pour aller dans un projet locatif. Des fois, le notaire il est débalancé de 2 mois. Finalement, ils payent un loyer en plus de leur maison. Mais en ayant un courtier qui suit, en fait, qui s'occupe d'eux, c'est un grand avantage. Fait que le courtier immobilier se sert un petit peu de la location pour faire un petit peu sa prospection. Fait que on a des courtiers qui font pas de porte-à-porte, ils font la location, puis à cause de la location, ils se remettent entre 5 et 10 mandats de vente par année. Ils n'ont pas besoin de faire de prospection, puis ils ont leur salaire, ça va très bien. Fait que l'écosystème, je l'ai créé là. Les entreprises se communiquent toutes ensemble. On fait de la vente d'habitation Jutra, on fait de la location. Puis, les courtiers immobiliers sont engagés parce que Habitation Jutra, je suis copropriétaire, Société immobilière aussi. Fait qu'ils sont tous beaucoup plus engagés que si Habitation Jutra, ça serait un autre propriétaire qu'on aurait moins de points d'affinité. Là. Puis tu deviens aussi une valeur ajoutée versus tes compétiteurs où eux n'auront pas ces unités-là de location. Puis tu sais, quand on parle d'un 40-60 millions de construction par année, ça en fait des unités. Là. Fait que, effectivement. Puis le moteur d'avancement, le gaz dans Ferrari, là, comme je dis souvent, c'est la location. Si je suis pas capable de louer un immeuble, on ne peut pas bâtir. Là. Fait que tout part de là, tout part avec la valeur locative. Je loue dessus à 1800 ou je loue à 1500. Mais si je loue à 1800, ça prend une masse marketing, ça prend une équipe de vente dédiée à la location qui fait toute la différence. Fait que souvent, les gens font beaucoup allusion à les taux hypothécaires. Oui, ça a un impact, mais l'immobilier dans la construction neuve, à la cadence qu'on bâtit, tout est un équilibre. On parle des coûts de construction, on parle des taux, oui, bien évidemment, mais la force locative est ultra importante. Là. Fait que c'est sûr que
des compétiteurs, des fois, nous le demandent, mais pour être bien franc, c'est sûr qu'avoir une agence dédiée à la location de notre entreprise, c'est extrêmement bénéfique. Puis ça se passe bien en ce moment, le côté location? Tu sais, on parle tout le temps de la fameuse pénurie de logement, tout ça, mais on le sait que c'est pas dans la strate de 1500 et plus de loyer que c'est là qu'on a une pénurie. Tu sais, vous le vivez comment selon les différents secteurs où vous construisez aussi? Ouais. Parce que vous n'avez Drummond, Sherbrooke, puis d'autres secteurs. Là. Ouais. En fait, on bâtit à Nicolette, Drummondville, puis Sherbrooke. C'est nos 3 vases communicants. Mais par la suite, on bâtit aussi en périphérie de ces secteurs-là. Fait que, mettons, on parle de Drummondville, on peut bâtir à Notre-Anne-du-Bon-Conseil. Quand on parle de Sherbrooke, on peut parler on peut penser à East Angus, Saint-François-Xavier de Brompton. Fait qu'on va chercher les municipalités qui sont autour. C'est sûr que nos constructions sont basées en fonction de nos valeurs locatives. Je donne un exemple. Si je vois un terrain prime spot à Sherbrooke, puis je fais tabarouette, on serait capable de louer à 2100 par mois, un 5,5, bien, c'est sûr que ma construction va être reliée à ce qu'on est capable de louer. On va mettre des comptoirs quartz, on va mettre de quoi de plus luxueux, on va mettre un bâtiment avec un ascenseur pour être capable d'atteindre ce loyer-là. Par contre, si je fais une veille concurrentielle et que je vois qu'en périphérie, il faut mettre un champ d'épuration, il n'y a pas vraiment de service proche, bien, le comptoir de quartz, on ne le mettra pas. L'ascenseur, on ne le mettra pas. On va mettre un bâtiment sur dalle pour réduire mes loyers, pour qu'on soit capable de les louer. Fait que, comme je vous dis, c'est vraiment un équilibre. La ligne directrice, elle se donne de par ta capacité locative. Fait que, quand tu arrives avec ton revenu annuel brut, puis que tu enlèves tes dépenses normalisées, puis après ça, tu regardes ton TGA de financement, Exact. tu dis, ben voilà, il faut réussir à rentrer un projet avec ça. Fait que là, tu viens prendre ton budget de financement divisé par le nombre d'unités qui te donne sensiblement qu'est-ce que tu es capable de faire par pas. Exact. Puis avec ça, tu te dis, bon, ben écoute, je suis capable de construire à 180 000 la porte. Si la réponse est oui, bingo, c'est un projet viable. Mais si la réponse est non, ben tu ne vas pas de l'avant. Puis, moi, j'ai soumissionné 4 entrepreneurs pour mon projet. J'ai quelques personnes qui ont fait des budgets détaillés sur le pied carré, sur la plomberie, puis ont ventilé selon les différents postes budgétaires. Puis j'en ai seulement un qui lui a regardé le TGA de financement, puis il a comme fait, écoute, si tu es capable de rentrer dans ce budget-là, nous autres, on est ton constructeur, si tu n'es pas capable de rentrer là-dedans, il ne va pas. Puis, en même temps, c'est beaucoup moins long à faire ce type d'analyse-là, mais c'est la première analyse. C'est quoi le financement qui va arriver au bout du compte là-dessus? Le financement fait-tu du sens? Oui, parfait, on monte le projet. Le financement ne fait pas de sens. Non, on ne va pas de l'avant. Fait que c'est quand même intéressant. Là. C'est un bon point parce que l'ingénierie financière là-dedans, c'en est une branche que j'ai pas beaucoup parlé, mais à cette heure, il faut être au courant des produits financiers. On y va-tu avec un bridge de construction conventionnel? On y va-tu avec la CHL? Justement, c'est quoi, vous, votre vision là-dessus? Là? Y allez-vous plus en construction APH ou c'est sûr que nous autres, actuellement, là, les taux avaient une tendance à descendre. Fait qu'on allait avec bridge construction Laurentienne conventionnelle, exemple. Puis on allait chercher notre take-out après. Parce que le début de notre construction versus la fin, les taux avaient descendu, exemple, d'un demi-point. Bien, on avait un take-out beaucoup plus volumineux versus quand on a des taux en pente ascendante qui vont monter, bien là, on a tendance à geler un prêt de construction à exemple CHL pour être sûr de notre taux de départ soit le même que le taux d'arrivée. Fait qu'on est capable de prévoir un petit peu notre take-out. Puis par la suite, l'autre branche qui est super importante, c'est la gestion de dépenses. Fait que les coûts de construction, l'avantage aussi avec Habitation Extra, là, je suis copropriétaire de l'entreprise, mais je ne l'ai pas toujours été, là. On a des partenaires, des sous-traitants d'or. Fait que c'est sûr que le sous-traitant qui vient travailler chez nous, qui sont all-in avec notre entreprise, ça fait la différence. C'est pour ça que nos coûts de construction versus les compétiteurs, tout est c'est un équilibre partout. C'est pour ça que vous avez un gros pipeline aussi pour pouvoir bien entretenir tout ce réseau-là, j'imagine, de sous-traitants. Exactement. Puis au niveau de la construction, là, de quelle façon que vous arrivez, oui, à vous différencier en ayant des bons partenaires, en ayant des bons sous-traitants, mais au niveau de la qualité de construction, au niveau de l'échéancier, parce que tout se joue sur le calendrier. Là, la réalité, c'est que tout se joue là. De quelle façon vous arrivez à garder un Kanban vraiment, vraiment performant là-dessus? La vision de l'entreprise, il faut qu'on retourne à la base, c'est vraiment l'expérience client. Fait que nous, tout est basé là-dessus. Fait que c'est sûr que quand on fait notre veille concurrentielle, c'est basé là-dessus. Puis par la suite, l'expérience aussi fournisseur. Fait que
Le fournisseur, lui, c'est quoi qu'il a envie? C'est-tu de travailler pour une entreprise où est-ce que c'est très volatile, il ne sait pas quand que la paye va rentrer? Nous autres, on veut payer rubis sur l'ongle, super important. Puis, on veut que ça soit prêt. On est, tu sais, dans notre historique de livraison d'immeubles, on n'a jamais eu une journée en retard. Pourquoi? Parce que l'expérience client est extrêmement importante. On ne peut pas déroger de ça. Quitte à aller chercher du prêt privé pour aller donner nos sous, exemple, à des sous-traitants, même si les déboursés de la banque arrivent un peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'on priorise l'expérience client. Ça passe par nos fournisseurs, par nos employés, puis par les clients. Fait que je pense que c'est ça la clé, en fait, du succès. Puis, c'est ça. Fait que je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est de la construction. Je pense que le nerf de la guerre est là. Puis dans le pipeline, vous avez quoi actuellement? Puis c'est quoi la vision là, qui s'en vient dans les prochaines années? Oui, bien, mi-2027, dans notre pipeline actuellement, tout ce qui est réservé, scellé sous promesse d'achat. Mi-2027, on va avoir 1008 portes locatives, unités locatives. Puis actuellement, là, on frôle les 350 portes, puis il y en a environ 100-150 en construction. Là. 2025, on va en avoir 225 en construction. Là. C'est sûr que tantôt, je disais entre 150 et 200, mais écoute... là, vous allez devoir à un moment donné élargir la région de construction d'investissement à cette cadence-là. C'est quand vous arrivez à Québec puis honnêtement, c'est un bon point que tu donnes parce qu'il ne faut pas prendre ça à la légère dans le sens qu'on a une équipe autour de nous. Mm-hmm. C'est ultra, ultra important de se positionner avec eux. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est sûr que si on se fie juste à les 4 boys, les 4 actionnaires, on épuiserait tout le monde. Parce que c'est sûr qu'on nous autres, jour, soir, nuit, on pense à ça. Fait que c'est sûr que c'est dangereux de juste suivre nos instincts et d'y aller. On a du staff en or autour de nous. Je pense à Olivia derrière nous au niveau du marketing, Carole au niveau de la comptabilité. On a des personnes qui sont rationnelles, qui sont logiques, qui ont une bonne tête sur les épaules et sont capables, eux autres, de nous cerner c'est quoi les red flags de l'entreprise, c'est quoi leurs besoins. Puis nous, en cernant leur attente, on est capable de se positionner par rapport à ça. Dans 5 ans, est-ce que le marché va avoir changé et on va faire de l'industriel ou du commercial? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr qu'actuellement, si on regarde en mi-2027, on va avoir dépassé les 1000 unités. Est-ce qu'on garde la même cadence? Est-ce qu'on pourrait rester dans le multirésidentiel? Mi-2027, c'est demain matin, là, quand même. C'est demain matin, oui, puis non, là, parce que, pour toi, c'est demain matin, c'est dans 30 mois, mais pour le vendeur, c'est maintenant. Là, il veut du cash now. Là. Exact. Fait que, d'arriver dans une négociation, puis d'arriver dans un pipeline, puis c'est un peu le défi puis l'enjeu de tout ça. Là. C'est que, tantôt, je parlais de l'échéancier puis de l'horaire. Mais ça vient aussi sur le carnet de commandes. Là, parce que le carnet de commandes 2030, si moi, je mets un terrain à vendre aujourd'hui, c'est que j'ai pas le goût d'avoir l'argent dans 30 mois. Là. J'ai le goût d'avoir l'argent maintenant. Mais c'est pour ça qu'il faut se positionner aujourd'hui pour dans 3-4 ans. Fait que là, je parlais de résidentiel, mais est-ce que le marché va plus nous dicter vers de l'industriel commercial? On pourrait peut-être se diversifier là-dedans. Ou on se concentre un petit peu comme le groupe Maurice, qu'eux autres, c'est vraiment niché dans du développement, exemple, avec des personnes âgées. Puis c'est pas mauvais, sont centralisés dans ce brand-là, dans cette vision-là. Mais c'est pas facile de garder une vision toujours stabilisée pendant 50 ans dans une entreprise en développement comme la nôtre. Fait qu'il faut juste mettre son genou à terre, puis une fois de temps en temps, au moins une fois par année, s'asseoir puis dire, c'est quoi notre vision? Est-ce qu'il y en a qui sont plus là pantoute? Est-ce qu'on est tous dans la même track? Si on est dans la même track, go, fine, on continue. Si on n'est pas dans la même track, là, il faut trouver un point d'entente. Est-ce qu'on diminue? On se rend-tu à 100, 150 unités au lieu de 150, 200? On fait-tu plus de bungalows, plus de jumelés? Je pense que ça, il faut être à l'écoute de notre staff et nos partenaires. Puis d'avoir, de dire de mettre un genou à terre, puis d'apprendre à reculer ou de s'arrêter, là, c'est ultra important. Puis d'écouter l'équipe parce que c'est beau d'être seul puis de vouloir aller plus vite, là, mais à un moment donné, on veut aller plus loin puis on veut le faire en équipe. Puis c'est important de respecter les limites de chacun. Là, parce que d'arriver où ce que justement, tu en as parlé tantôt, nous autres, on en parle, on y pense jour, soir, nuit. On est toujours en train de penser à nos business, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, c'est quoi le next move, où c'est qu'on s'en va. Tandis que les employés, eux autres, je veux pas dire qu'ils vivent de paye en paye, mais ils n'ont peut-être pas cette vision-là de grandir. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est aussi avoir la stabilité en arrière. Puis c'est pas toujours évident. Là. Exact. Fait que c'est trouver l'équilibre dans tout ça. Puis je pense que si on est à l'écoute au day-to-day de tout le monde alentour de nous, bien, je pense que c'est aussi ça la clé de notre réussite. Là.
Puis, vas-y. J'allais dire, puis là, vous faites Jutra, tout ça fait que du neuf. Là. Moi, je pose tout le temps la question, autant aux constructeurs qu'aux gens qui font plus de l'optimisation. Pourquoi seulement le neuf et pas un petit peu d'usager à travers? Ben, c'est une bonne question. C'est sûr qu'Habitation Jutra, c'est une compagnie de construction. Fait que c'est sûr qu'on ne s'est jamais positionné dans la réno. On aurait pu dire, bon, on achète de l'usager puis on flippe. On a des sous-traitants. Habitation Jutra a bâti au fil des ans une confiance avec les sous-traitants pour bâtir de 0 à 100 % un immeuble. Comme j'ai dit tantôt, est-ce que la vision va changer dans une couple d'années? Pour l'instant, qui m'intéresse super gros avec le neuf, c'est qu'on a un contrôle. On a un contrôle sur le brand, on a un contrôle sur la localisation qui est extrêmement importante, on a un contrôle sur les coûts. Sur la qualité. Sur la qualité, on a un contrôle sur les revenus projetés. Sur les locataires que tu vas sélectionner. Sur les locataires, effectivement. Fait en ayant ce contrôle-là, puis vous l'avez vu en immobilier quand tu achètes de l'usager, puis je le dis souvent au monde, il y a des gens qui achètent de l'usager puis ils pensent que c'est facile, mais le propriétaire de la bâtisse usagée, là, elle, c'est elle vend. Là. Si le bâtiment serait parfait, il n'y aurait jamais d'appel, puis tout serait beau. Là. Je pense pas qu'ils le vendent. Tu sais. Ben, je parle pas s'il n'y a pas 75-80 ans, mettons. Là. Ouais. Mais mettons, on prend un vendeur de 40 ans là, qui a un bon roulement, tout va bien. Les locataires ne l'appellent jamais, ça paye rubis sur l'ombre, il est optimisé. Pas sûr qu'ils le vendent. Fait que l'immeuble que tu ramasses en usager, souvent, ben, ça se peut qu'il y ait des problématiques de locataires, ça se peut qu'il y ait de l'argent à mettre sur le bloc. Mais ça, pour l'instant, on n'est pas. On veut pas s'arrêter là puis de flipper le coin puis d'acheter et de dire bon, mais il faut se débarrasser de la moitié des locataires. Ils ne payent pas avec la régie du logement. Puis en contrôlant le neuf, puis surtout qu'on a la compagnie de construction. Fait que ça change la game. Ça change la game parce que nos billes, on fait de l'argent aussi en bâtissant. Là. Puis dans la prospection, on parlait justement que tu étais en train de négocier pour juillet 2027 des terrains, la réception des gens. Puis ton ouverture, justement, parce que tu as du temps, ça doit te permettre aussi d'aller regarder peut-être plus des terrains un peu plus compliqués ou est-ce que là, tu vas avoir des délais avec la municipalité pour arriver à avoir des dérogations ou de venir optimiser un certain secteur. Est-ce que c'est un peu cette vision-là que vous prenez actuellement? Parce que le vendeur veut vendre, c'est aujourd'hui. Pas tant. Ben, ce qui nous aide beaucoup, c'est la notoriété de l'entreprise. On commence à se faire un historique. On a un beau portefeuille immobilier. Les gens nous font confiance. Je pense qu'on est des personnes de cœur aussi qui nous font confiance. Ce que je dis souvent aux vendeurs, aujourd'hui, ils vendent 35 000 la porte. Dans 5 ans, ça va valoir. Dans 3 ans, ça va valoir peut-être 46 000 la porte. Bien, si j'en achète un lot de 150 unités, bien, ça se peut que je dise, regarde, je t'achète 150 unités, un terrain pour 150 unités, mais je t'augmente ton prix à 46 000 la porte au lieu de 35. Fait que si tu me vends aujourd'hui 35 puis tu le mets en placement, ça va te rapporter comment dans 3 ans? Est-ce que tu vas vraiment faire 1,5 million de plus? Exactement. Fait que la personne, elle se questionne par du crime. Au lieu de vendre 12 logements à plein de propriétaires différents, ça soit disparate dans la rue, j'aime bien mieux attendre un gros promoteur immobilier, avoir un prix meilleur, puis de l'attendre. Mais ça, il faut que tu aies une crédibilité d'entreprise. C'est sûr, si tu arrives, tu n'as pas de portefeuille immobilier. Fait que je ne vous le cacherai pas, c'est de plus en plus facile d'acquérir des terrains parce qu'on a une certaine confiance avec les vendeurs, puis ils savent qu'on va payer rubis sur l'onde. On a aussi des notaires, des partenaires d'affaires, comme je parlais tantôt de Groupe Custo. C'est sûr que si les gens appellent Groupe Custo, ils vont avoir des bons commentaires sur nous, les notaires, etc. Mais ça, c'est long à bâtir, cette crédibilité-là. Fait que après ça, il faut les soldes de prix de vente. C'est un autre point. Tantôt, j'en ai glissé un mot. Mais les soldes de prix de vente, après ça, le vendeur, lui, ça porte-tu intérêt? Ça porte-tu pas intérêt? De quelle façon qu'on le paye? C'est un pré-ballon, pas ballon? Exactement. Mais c'est toutes des négociations que je fais au day-to-day. Puis des fois, c'est pas facile parce que le vendeur n'est pas au courant de ces termes-là. Ces termes juridiques-là ne sont pas au courant. Fait qu'il y a de l'éducation à faire avec le vendeur. Il y a des liens de confiance, il y a des ponts de confiance à faire avec les notaires qui vont sécuriser le vendeur. Puis par la suite, bien, on couche ça sur papier, puis on se tient au courant. Je pense que la communication, c'est la clé là-dedans, là, d'avoir des bons partenaires, puis des bons vendeurs, puis de tenir une bonne communication. Puis la sophistication, c'est pas tout le monde qui cherche à l'avoir aussi, là. Parce que ça peut arriver aussi où ce que tu vas avoir des gens, puis je veux pas dire en fin de vie, mais que le parcours professionnel y est établi, puis qu'eux autres, ils n'ont pas nécessairement besoin de tout ça non plus. Puis je l'ai vécu récemment dans un certain dossier. Puis j'étais comme, Christy, c'est quand même 400 % de plus qu'on t'offre, mais
c'est pas dans la nécessité, c'est pas dans le besoin, puis les gens sont pas là. Mais tu sais, d'avoir des gars comme toi qui savent ce qu'ils font, qui ont un historique, qui ont un background check là, qui est vraiment solide, assurément que ça donne confiance à l'ensemble des gens qui rayonnent autour de vous. Puis la réputation est importante. Tu sais, à un moment donné, c'est beau être un petit Klein puis un petit Joe là, qui construit, là, mais bien qu'à un moment donné, si vous voulez avoir une certaine pérennité, c'est super important de conserver ce contrôle-là. Puis tu le fais vraiment bien, là, mais vraiment, vraiment bien. C'est très inspirant. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h jusqu'à midi, juste après le jargon, mais juste avant Zone Parallèle. Vous avez manqué l'émission? Vous pouvez l'écouter sur Apple Podcasts, Google Podcasts, puis Balados. Vous avez des questions pour nos invités, vous avez des invités à nous proposer, puis encore mieux, ça vous tente de participer, de venir raconter votre histoire ou votre expertise, c'est simple, contactez-moi directement sur mon courriel à info@jean-françois-morin.ca. Encore mieux que ça, vous avez des projets pour vendre, acheter du terrain, de l'unifamilial, du multilogement, de l'industriel. C'est encore mieux, vous me contactez au même courriel, info@jean-françois-morin.ca. Puis vous pouvez aussi me texter ou m'appeler directement sur mon cellulaire au 418-801-8011. Je suis toujours avec Michael Faleschini, puis à chaque semaine, on reçoit des invités de marque qui viennent nous parler de leur parcours, de leur projet, puis vers quoi est leur vision sur l'immobilier. Puis aujourd'hui, on a parlé avec Frédéric Lucier, côté courtier immobilier, mais aussi promoteur, où ce qui nous a donné énormément de cues sur un multi-entrepreneur, sur plusieurs business, etc. J'aimerais ça, Fred, que tu nous parles un peu des erreurs à éviter, là, parce que tu l'as dit, là, un de tes premiers projets a été un projet non rentable. On en fait tous des erreurs, puis ça fait partie du cheminement. Mais souvent, quand on est à l'écoute puis qu'on est prêt à entendre les erreurs des autres pour éviter de faire les mêmes erreurs, ça serait quoi tes premiers conseils que tu donnerais? Bien, à la base, en fait, là, c'est juste de s'entourer de professionnels. Fait que, tu sais, il y a plusieurs erreurs à éviter, mais ça, c'est le premier point, là. On parlait de courtier immobilier. Oubliez pas que dans l'acquisition, c'est souvent sans frais. Parce que centriste, c'est souvent le vendeur qui paye la commission. Fait que de s'entourer d'un courtier immobilier qui connaît ça, qui connaît son secteur, connaît les prix, connaît les locations aussi, parce que mon premier duplex, j'ai parlé tantôt, probablement que le courtier m'aurait dit non, Fred, à 1400$, on n'est pas là pantoute pour la location. Là. On est plus à 1200$, ça l'aurait majoré le prix, ça m'aurait donné un coup de main, ou j'aurais peut-être même pas acheté l'immeuble aussi. Fait de s'entourer de monde aussi, c'est pas mauvais non plus de faire des équipes. Mais c'est sûr qu'il y a deux écoles de pensée là-dedans. Il y en a qui disent ben non, les équipes, ça finit tout le temps par mal tourner, tu as une convention d'actionnaires, c'est compliqué. Quand tu dis faire une équipe, ça veut dire s'associer avec d'autres gens. S'associer avec des autres gens. L'immobilier, c'est gros, c'est vaste. Puis souvent, quand tu commences en immobilier, puis je l'ai fait tout seul au début, il y a de la comptabilité, il y a des finances, il y a du légal. Pour réunir beaucoup de compétences. Il y a de la gestion immobilière, de la location. Il y a l'humain. C'est beaucoup plus vaste qu'on pense. Fait que, puis ce que je trouve plate des fois, puis on en voit passer des cours immobiliers là, sur Facebook, à gauche pas à droite, là, de dire que c'est facile, c'est faux. C'est pas facile. Ça peut se rendre facile par les connaissances. Ça peut se rendre facile par ton réseau. Par contre, il faut que tu commences par là. Si tu achètes à l'aveuglette, ben c'est là que le risque de l'immobilier vient d'augmenter. Si tu n'achètes pas à l'aveuglette, tu t'entoures bien, tu as un bon réseau, là, tu viens de diluer vraiment au niveau de la gestion du risque. Par la suite, moi, je pense pertinemment que c'est mieux de commencer dans l'usager que dans le neuf. Pourquoi? Parce que de l'usager, tu achètes du fixe. Tu as des dépenses, tu as un historique de dépenses, tu as un historique de revenus, tu es capable de demander des relevés de compte. Comment que tu vois réellement qu'est-ce que le locataire met dans le compte, ce que je n'ai pas fait. Tu as aussi le fait que tu es capable, si c'est une business qui détient l'immeuble, tu es capable de demander l'état financier. Fait que, en plus de ça, tu es capable d'avoir, quand tu as une préautorisation, tu es capable d'avoir ton taux gelé. Fait que tu sais exactement comment tu vas avoir en financement, tu sais exactement comment tu vas mettre en mise de fonds. C'est plus facile. Dans le neuf, surtout si tu fais du développement de terrain, oui, tu as des gains à avoir sur le terrain. Tu achètes une maison de 200 000, tu penses que tu pourrais dézoner puis mettre un 12 logements parce qu'il y a des 12 logements proches, ça va valoir 1 million. C'est long. C'est long. Puis le temps, c'est de l'argent. Puis le monde, des fois, il ne pense pas à ça. Ça prend 3 ans à dézoner. Là. Ben, ce 3 ans-là, tu as gelé un 200 000, ben, il vaut quelque chose. Ça. Puis par la suite, ben, ta valeur de terrain, ton développement, si la ville dit non, ben
tu as eu ce risque-là. Puis par la suite, là, tu as le volet construction qui embarque, j'en ai parlé tantôt. Il y a un risque. Tu n'as pas le contrôle sur ses coûts, tu n'as pas le contrôle sur ses revenus, tu n'as pas le contrôle sur grand-chose. Tu peux être prévoyant, puis par ton historique, puis ton historique de travail, tu es capable de diluer ta gestion de risque au maximum parce que tu es habitué d'en faire. Mais quand tu commences, à mon avis, l'usager, c'est une super de belle porte d'entrée. C'est un apprentissage. Gérer Exact. les locataires, gérer les travaux, Exact. gérer plein d'affaires que souvent on ne pense pas à ça. Ben, tu sais, de se lancer dans l'usager, puis c'est beaucoup moins cher aussi. Puis tu auras toujours un client sur l'usager Exact. pour racheter ton immeuble. Fait que, tu sais, malheureusement, tu as fait un mauvais move, tu n'es pas fait pour ça, c'est pas grave, remets-le en vente l'année prochaine. Tu sais, le marché va faire en sorte que tu vas avoir eu une plus-value de 1, 2, 3 selon les marchés, des fois peut-être 10, mais généralement de 1 à 3 ben, tu ne seras pas perdant. Oui, tu vas avoir tes frais d'acquisition, tu vas avoir ton notaire, ta taxe de bienvenue, certains frais d'opération que tu vas avoir payés ou des rénovations que ça va être des pertes sèches. Sauf que c'est mieux d'assumer une perte sèche comme ça plus rapidement que d'avoir des projets de plusieurs millions. Là. Exact. Puis si vous avez un terrain qui est vacant, qui est déjà zoné du multi, bien, votre risque vient de diminuer. Par contre, avec votre contracteur, moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller en forfaitaire. Oui, le contracteur va y aller un peu plus cher. Il y en a pas un qui veut faire ça. Le constructeur, il n'aime pas ça travailler. Exactement, mais c'est pour ça. Eux autres, ils veulent mais moi, j'aime mieux, je travaille en COS+. COS plus 5, je te fais un prix. Habituellement, c'est du 7, 6, 7, mettons 7, 8. Moi, j'étais juste avec toi, je te fais du 5. Mais on voit de tout aussi dans les offres de services. Là. On voit de tout, effectivement. Mais d'y aller en forfaitaire, puis d'avoir un contrat préliminaire, puis avoir des documents légaux, ça coche. Si tu dépasses tes coûts, tu payes le bill. C'est pas le client qui va le payer. En faisant ça, au moins, vous diluez encore votre gestion de risque. Fait que c'est sûr que si vous y allez en COS+, puis que le promoteur, ben là, le prix du béton a augmenté, le prix du bois a augmenté, puis en plus, vous n'êtes pas là-dedans. Vous voulez l'estiner comment, le contracteur? Au final, vous allez le payer. C'est plus facile de s'en faire passer. Là. Ben exactement. Puis c'est pas vrai que vous allez checker ses factures. Il y en a en tabarouette des factures d'une compagnie de construction. Tu vas-tu vraiment challenger le plombier qui était là, qui a facturé 5 000 $, puis il aurait dû facturer 5 500 d'aller voir sur le chantier s'il a vraiment pris un... Non, vous n'allez pas être capable d'aller faire un inventaire du nombre de coudes puis de pieds linéaires qu'il a utilisé, etc. Ça n'arrivera pas. Là. Exactement. Fait que de le closer en montant forfaitaire, moi, à mon sens, j'ai peut-être pas la meilleure recette, mais moi, aujourd'hui, je commencerais... C'est sûr, je close un contracteur en montant forfaitaire. Puis même s'il me le fait plus cher, il dit c'est toi le pire, c'est comme si tu payais du COS plus 8. Je m'en fous. Parce qu'avec ton forfaitaire, tu es capable de prendre ça, d'aller voir l'institution financière, puis de te faire une structure financière qui est viable. Puis après ça, ben, tu sais exactement comment tu mets une mise de fonds. Puis il reste juste à checker le taux. Là, tu n'as pas de contrôle sur le taux. Mais même encore là, tu y vas worst case. Tu dis, regarde, le taux est à 4. Mettons qu'il monte à 4,5. Ben, tu te mets worst à 4,5. Si tes mathématiques sont bonnes à 4,5 avec un montant forfaitaire, bien là, vas-y. Puis tout au long de la construction, tu vas juste avoir des wins si le taux descend. Mais au moins, ta gestion de risque, tu n'en as presque plus. Là. Versus en COS plus, c'est dangereux, tant qu'à moi. Puis, tu sais, dans les différentes discussions que moi, j'ai eues récemment avec des entrepreneurs, j'ai eu des gens qui donnaient des COS+, j'ai eu des gens qui ne donnaient pas de suivi, j'ai eu vraiment plein de personnes. Jamais personne voulait me donner un budgétaire parce qu'on était trop dans les plans concept, non pas les plans pour construction. Fait que, tu sais, avec ça, c'était trop difficile d'arriver avec un prix juste. J'ai quand même quelques entrepreneurs qui ont soumissionné des sous-traitants avec les pieds carrés, avec la structure actuelle, etc., pour me donner un guideline sur de quelle façon qu'on pourrait le faire. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, écoute, Jeff, il faudrait optimiser les plans parce que là, tu sais, ça n'a comme pas de bon sens, les plans concept qu'on a là. Il faudrait revoir complètement la structure pour alléger la portée d'en bas jusqu'en haut. On devrait faire plein de visions différentes en bois, en acier ou en béton. Puis, tu sais, je suis encore crime lequel que je fais dans mon projet. Fait qu'on a... En n'étant pas les deux pieds là-dedans, puis tu sais, moi, je suis courtier immobilier, je vends des propriétés, sauf que c'est mon premier projet que je construis, puis c'est un projet plus compliqué, là, c'est pas un 12 logements en bois brique, fait que tu sais, c'est comme pas mal plus complexe. Il y a un jargon, un langage que je parle pas le même langage qu'eux autres, fait que moi, c'est un apprentissage fast-forward, là, où il faut que je suive la game, mais à 2000 %. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai besoin de me réajuster. J'ai eu des entrepreneurs qui ont fait du 5, j'ai des entrepreneurs qui ont fait du 6, du 7, du 8,5. J'ai vu ça, puis il y en a qui overchargeaient des frais de développement supplémentaires pour arriver avec des projets. Puis là, tu fais comment? Attends un peu, là, crime, ça vient jouer sur beaucoup là, au niveau du profit. Là. C'est sûr que COS+, on en fait, nous autres,
Notre construction, mais nous autres, c'est sûr qu'on détient la compagnie de détention d'immeubles et la compagnie de construction, on en fait du cost plus. C'est sûr que des partenaires d'affaires rentrent avec nous, ils vont prendre le cost plus parce qu'ils savent que probablement que ça va arriver moins cher, mais il y a une relation de confiance énorme qu'on a avec eux autres, puis ils savent qu'on va réellement arriver cost plus. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si vous commencez, vous ne connaissez pas le contracteur, vous vous mettez à risque. C'est tout simplement ça. Oui. Mais est-ce que la personne qui charge cost plus 7 n'est pas bonne? Pas du Ça veut tout. pas dire, non, ça non, veut non. vraiment pas dire. Il y a des bonnes entreprises au Québec. C'est juste de faire attention parce que si vous avez, c'est pas vrai que si vous avez, exemple, 600 000 de mise de fonds à mettre sur un projet immobilier, vous dites, bon, mais c'est parfait, vous faites votre projet immobilier alentour de votre 600 000, ça risque de péter. Parce que c'est pas là-dessus qu'il faut se baser. Parce Exact. que sinon, il y a tellement d'impondérants. Puis si vous dépassez votre 600, si vous pétez, puis la banque ramasse le bâtiment, là, vous venez de perdre. Là. Fait que c'est d'y aller safe. Si vous n'êtes pas assez safe, ben mettez-vous en équipe. En Exact. valeur nette, vous allez avoir quelqu'un qui va être capable de l'absorber. C'est puis- beaucoup plus rassurant quand tu te lances dans un projet comme ça, si t'es 2, 3, 4. ben oui. Exactement. Fait que si tu dis, regarde, on a 600 000 à mettre de mise de fonds, mais on a 1,5 en net qu'on serait capable de sortir pour backer, bien là, moins de risques. Là. Mais si vous vous accotez sur une mise de fonds, je vous le dis, c'est sûr que ça va péter. Dans l'usager, ben c'est sûr que tantôt, tu parlais des frais secs. Là, Des j'appelle pertes ça, sèches, ça, ouais. j'appelle ça des frais de clôture. Là, mais admettons que vous mettez 10 de mise de fonds parce que vous l'habitez sur un triplex ou un quadruplex, rajoutez un 3 de filet de clôturage, fait que notaire, taxe de bienvenue, etc. Ben, vous êtes capable de le planifier, exact. Vous êtes capable de le planifier. Fait que c'est pas mal mes conseils de le mettre en équipe aussi. Là, de notre côté, au niveau d'Habitation Ostra, l'équipe, je vais vous expliquer un petit peu notre bulle, comment on fonctionne. On a, exemple, André qui est avec nous autres, qui est co-actionnaire. Lui, c'est notre Steve Jobs de la construction. Lui, là, il s'en va sur les projets, il est chargé de projet, il est sa coche. Fait que lui, il va driller les surintendants. Puis nous, Habitation Ostra, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais on n'a pas d'employés qui travaillent dans la sphère de construction. On a juste des surintendants. On a juste des chargés de projet puis un surintendant. Fait que Pas de charpentier menuisier au travail. exactement. On n'a pas de staff dans la construction. Fait que ça fait en sorte que quand on lève un projet, c'est que des sous-traitants qu'on embauche. Puis on a un chargé de projet qui s'en va là-bas puis qui va s'assurer que l'échéancier de construction est respecté et que la qualité de construction, surtout, est respectée en lien avec nos attentes. Fait que lui, à ce niveau-là, c'est super important parce que c'est sûr que s'il n'y a personne qui regarde les chantiers puis il n'y a personne qui challenge la job qui est faite, ben là, c'est sûr que tu mets du cash d'une compagnie de construction qui bâtit un plex, il n'y a personne qui y va, il y a des bonnes chances que tu t'en fasses passer des vitres. Par la suite, on a Carl Jutra, qui est cofondateur d'Habitation Jutra. Lui, il s'occupe de toute l'ingénierie financière. C'est sûr qu'on emmène tout un peu plus large que nos rôles respectifs, mais en gros, c'est lui qui s'occupe de la maintenance, des structures de maintenance et de l'ingénierie financière. On a Martin Poppy qui est chez nous, qui lui s'occupe de tout ce qui est sécurisation, des logiciels, tout le TI, le CRM, super important. Je ne l'ai pas beaucoup parlé, mais de développer comme ça, il faut avoir un CRM ultra complet. Ça prend quelqu'un qui est dédié là-dedans et qui comprend le langage du CRM. Fait que aujourd'hui, on n'aurait pas de CRM. Oubliez ça, on ne peut pas bâtir 150-200 unités par année. C'est impossible. Fait qu'il faut cumuler de la data, de la bonne data. Puis, tantôt, je vous parlais, on se tient à l'expérience client. L'expérience client, on la voit comment? On ne va pas cogner chez nos locataires, savoir comment que ça a été. On a un CRM qui envoie des messages. Fait que, tu sais, c'est tout ça en arrière qui est super important, mais ça, il faut y penser jour 1. Tout dépendamment, vous voyez où dans une couple d'années, c'est important de l'implanter jour 1 pour être sûr que ça suive la cadence. C'est pas bon de mettre un CRM quand vous êtes rendu à 200-300 portes. Là. Il est trop tard. Là. Vous allez passer à côté de la traque. Il y a du rattrapage. Exactement. Puis moi, de mon côté, je m'occupe du développement de l'entreprise. Je suis directeur de la gestion locative puis de la location locative. Là. Fait que notre équipe de 4, ça peut donner un peu un mindset aux auditoires, là, ça ressemble un petit peu à ça. Tout le monde a sa branche, tout le monde se complète. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est qu'à chaque semaine, on se rencontre, les actionnaires. Puis j'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans leur semaine. Ils ont tout eu le lot de problèmes, le lot de solutions. Mais on s'en parle, on se vomit ça un petit peu, on écoute les problématiques, puis on apprend énormément. Parce que moi, l'ingénierie financière, c'est pas mon dada. La construction, c'est pas mon dada, mais j'en connais plus que la moyenne parce qu'à toutes les semaines,
Vous en parlez. On s'en parle. Fait que je pense que pour partir une machine, à moins que vous dites, regarde, moi, j'ajoute juste un duplex pour mon fonds de pension. Pas besoin de s'accoter avec quelqu'un. Mais si vous avez la vision de créer quelque chose, créer une empreinte dans votre communauté avec du multiplex, je pense que c'est un bon setup de s'accoter sur du monde qui veulent travailler surtout. Là. C'est sûr que c'est le même complémentaires. On en parle souvent. Là, mais si tu prends deux personnes qui sont vraiment en construction ensemble, mais souvent, t'en as un qui est plus finance, l'autre qui est plus construction. Les autres, vous êtes quatre, vous avez toutes c'est d'être complémentaires aussi. Exactement. Puis d'aimer courir, parce que l'immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça, c'est une autre erreur à éviter. Là, si vous pensez faire du cash en 6 mois, c'est pas la réalité. Puis c'est possible. C'est juste que des fois, on a des attentes. Des home runs, il y en a, mais beaucoup moins que des coups sûrs. Là. Ça existe. Effectivement, ça existe. Puis c'est sûr que pensez au marathon, puis il n'y aura jamais de problématique vraiment qui va arriver, là, tout dépendamment c'est quoi votre vision d'affaires. Il y en a qui attendent le coup de circuit, ils veulent juste faire le coup de circuit, mais ils attendent 10 ans, 12 ans, 15 ans, finalement, ils ne le font jamais. Il y a 2 moments en immobilier, probablement. On la connaît. Ouais, c'est ça. Hier pour aujourd'hui. Mais ça revient souvent, c'est ça. Pour vrai, Frédéric, parcours ultra inspirant. En tout cas, moi, je me vois très bien là, dans la croissance de tes entreprises, les CRM, l'importance de tout ça, ça fait partie des choses que moi, je parle régulièrement. Un grand merci, Fred, d'avoir été présent. Merci, Mike, encore de co-animer l'émission. Si jamais on veut avoir des informations ou on aimerait communiquer avec toi, de quelle façon qu'on peut le faire? Sur mon adresse courriel, fluciercôté@sijutra.ca ou fluciercôté@équipebl.com. Sinon, directement sur Google, là, vous écrivez Habitation Jutra ou Équipe BL, là, ça mène à Rome. Tout mène à Rome. Écoute, un gros merci. Merci de ta présence. Merci pour avoir partagé autant de contenu avec nous. Passez un bon samedi tout le monde.